à tous. Merci Habib pour me laisser la parole. Donc, je suis très très heureux d'animer cette table ronde sur la liberté académique en présence de trois représentantes syndicales, devrais-je dire, des enseignants de collège. Alors, euh, donc, je voudrais vraiment remercier nos participantes pour avoir accepté de partager leurs expériences sur un sujet qui, on l'a vu, est compliqué, pose vraiment d'énormes enjeux d'un point de vue conceptuel, mais aussi très pratiquement dans nos milieux d'enseignement. Et c'est surtout pour entendre la voix des personnes qui œuvrent au quotidien dans nos collèges et qui sont confrontées donc très concrètement aux enjeux qui ont été discutés précédemment qu'on a décidé de les inviter. Donc, je ne sais pas si nos panélistes sont présentes et prêtes, surtout parce que peut-être on est un peu en avance. Oui. Alors, je me lance. Je ne vous vois pas à l'écran, mais je me lance. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander à chacune d'entre vous de vous présenter, de présenter vos organisations, mais aussi vos membres, puisque vous êtes des représentantes de syndicats. Très rapidement, 1 minute chacune. Donc, je laisse la parole à Julie. Bonjour, Julie. Julie Dionne, présidente du syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke. Donc, j'enseigne au Cégep de Sherbrooke depuis 16 ans. C'est un cégep de région. Nous avons entre 500 et 600 membres, dépendant des sessions, parce que la précarité est une réalité au Cégep. Dans la dernière année, nos membres ont pris des positions sur la liberté académique et il y a un comité qui a été formé au Cégep de Sherbrooke pour parler des sujets sensibles. Donc, c'est un sujet qui nous occupe beaucoup, malgré que la pandémie a mis des bâtons dans les roues à cette réflexion-là. Donc, ça va me faire plaisir de discuter avec tout le monde aujourd'hui. Merci, Julie. Isabelle, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Je suis aussi du syndicat des professeurs, celui du Cégep de Maisonneuve, Cégep montréalais. Mon syndicat représente un peu plus de 500 membres. On a de la formation régulière, de la formation continue, une vingtaine de disciplines, donc des enseignants qui sont divisés, qui ont chacun des disciplines dont ils sont les spécialistes. Évidemment, le sujet de la liberté académique a toujours été un sujet qui a invité dans la conversation pour des années, mais évidemment, les événements de l'année 2020 ont été une sorte d'onde de choc chez nous, ont mené à des grandes discussions entre nous, malgré que nous étions à distance. Et on a aussi, ça a mené à des résolutions d'Assemblée générale qui ont réitéré la nécessité de la liberté professionnelle des enseignants dans leur cadre de travail, mais aussi, je dois le dire d'entrée de jeu, l'équilibre nécessaire à nommer, en fait, entre la position d'autorité de l'enseignant et les expériences de pression des minorités. Merci. Donc, Judith, je vous laisse la parole. Donc, Judith Trudeau, représentante aux dossiers syndicaux. Je représente à peu près 500 profs. Donc, je suis au collège Lionel Groulx, un cégep de banlieue. Je dirais homogène blanc, pas exactement ça, mais quand même, et où on a eu beaucoup de réflexions, en fait, liées à tout ce qui s'est passé, effectivement, dans la dernière année. Nous aussi, dans cette volonté d'être sensible à ce qui se passe et en même temps, nous aussi, là, cette espèce d'équilibre entre, moi j'enseigne sciences politiques, donc parfois des sujets qui sont de la société, donc des pas évidents, et comment être à la fois sensible, mais en même temps ne pas se censurer. Donc, il y a cette espèce d'équilibre à trouver. On a créé chez nous aussi un comité ad hoc, on a fait des textes, on a pris une résolution, et voilà. Alors, je vais vous parler de tout ça tout à l'heure. Merci. Donc, merci à toutes les trois. Sans plus attendre, je vais vous poser la première question de cette table ronde. À quoi fait référence, selon vous et vos membres, la liberté académique? Donc, 2 minutes chacune. Isabelle, je vous laisse la parole. Je vais essayer de m'en tenir à 2 minutes, évidemment. Je vais commencer par les limites. Disons, on va définir la liberté académique par ses limites, là, et j'espère ne pas trahir mes membres en parlant ainsi. Donc, évidemment, la liberté académique, elle est encadrée, elle n'est pas absolue, elle est encadrée par la tradition des disciplines. C'est clair que nos enseignants
émanent de leur discipline, sont inscrits dans une tradition disciplinaire. La discipline est une sorte de socle dans lequel ils s'inscrivent et elles s'inscrivent. Au collège lui-même, au cégep, on a des départements et des programmes qui structurent, qui encadrent, ce n'est pas des limitations, mais qui délimitent le cadre de chaque cours. Alors, pour moi, c'est un aspect d'encadrement qui existe, un encadrement collégial, donc par les pairs, qui encadrent chacun des cours. Puis, j'ajoute à ça, donc à l'intérieur de ce cadre-là, le prof est dans son terrain de liberté, où il donne sa couleur, sa perspective à sa discipline, qui donne son angle, son point de vue, sa façon de voir les choses. Et c'est ça qui est enrichissant dans l'enseignement supérieur, c'est que l'étudiant est amené à voir au contact de l'enseignant la discipline dans un certain angle, dans une certaine perspective. Donc, la liberté, elle est importante là-dedans, mais toujours dans ce cadre-là. Et c'est ce qu'on souhaite maintenir, c'est ce qu'on souhaite défendre, évidemment. L'autre limite que je pourrais nommer, qui est importante aussi, et ça a changé à travers les époques, à travers les années, mais le décorum d'une classe d'enseignement supérieur, le respect des individus, de l'enseignant et des étudiants à qui il enseigne sont des balises de cette liberté-là qui permettent d'encadrer justement la relation entre les humains dans une situation d'apprentissage, tout simplement. Merci Isabelle. Judith, à vous. Bien, je dirais un peu la même chose. En fait, le milieu collégial, la structure du pouvoir, elle est en fait qu'on soit dans une discipline, dans un département. Isabelle, tu l'as bien nommé. En fait, il n'y a pas de supérieur immédiat. En fait, on travaille en collégialité. Donc, si je prends par exemple le département de sciences humaines, ben, chez nous, c'est géographie, économie, sociologie, sciences politiques, anthropologie, etc. Et donc, il y a quelque chose qui, d'abord, doit être compris, c'est que les professeurs ont été embauchés. Donc, ce sont des experts de leur contenu, de leur discipline. Et on sait donc que, comment dire, cette égale liberté, on en parlait tout à l'heure, il y a quelque chose au départ qui est de l'ordre de la confiance. J'ai confiance en mes collègues. Alors ça, je pense que c'est très important. Donc, et dans une même discipline, en sciences politiques, bien évidemment que vous avez aussi cette confiance envers à la fois le disciplinaire, mais à la fois le bon jugement des professeurs qu'on a embauchés, en fait. Donc, il n'y a pas cette supériorité-là. Donc, tout à l'heure, on va en reparler. Cette politique-là est intéressante et chez nous, on a pris un petit peu d'avance. En sciences politiques, je vous dirais que le maître mot, puis on en a parlé beaucoup, si d'emblée, on se fait confiance entre nous, le dialogue est le maître mot, véritablement. On n'enseigne pas tous de la même façon. On n'enseigne pas, par exemple, si j'enseigne l'idée du pouvoir, ben pour étoffer cet élément-là, ben ce que moi, je vais utiliser n'est pas exactement la même chose que mon collègue, mais on se fait confiance entre nous. Mais le dialogue est absolument important. Je ne sais pas si j'entre tout de suite dans ce que nous, ben peut-être parce que ça va aussi délimiter, peut-être, là, je vous parle de nos collègues, comment on se traite entre nous, mais tout de suite, peut-être que je peux vous dire, je peux sauter quelques éléments et vous dire qu'est-ce qui a limité. Nous, on a eu besoin, suite à ce qu'on appelle maintenant l'affaire Lieutenant Duval, de prendre position chez nous au collège. Donc là, je parle de la discipline du département, là, je vous parle de l'Assemblée départementale et je peux vous la lire tout de suite si vous voulez, peut-être que ça placera un peu le débat. Donc nous, à travers les textes qu'on a écrits, on en est venu à baliser, je vous dirais, la liberté académique, baliser, même si on a eu besoin de réaffirmer que c'est un principe inaliénable. Alors, c'est à ce niveau-là que je veux vous entretenir sur les 5 éléments. Alors, peut-être que je vais utiliser un peu plus de temps, mais après, le gros sera sorti, si vous le permettez. Donc, les 5 éléments qui nous a aidés, en fait, à passer à travers cet élément-là, c'était que donc le SES-CLG, donc le syndicat des enseignants et enseignantes du Collège Général Groulx, nous réitérons la défense du principe inaliénable de la liberté académique des profs. 2, et ça fera un lien avec ce que Normand Baillargeon parlait un petit peu plus tôt, nous exigeons de la direction qu'elle reconnaisse la différence entre l'usage d'un mot dans une intention malveillante et la référence à un mot dans un contexte pédagogique. Ça, c'est le 2e.
Troisièmement, on réaffirme les principes qui guident l'enseignement supérieur ou collégial, soit le pluralisme d'opinion et le dialogue dans le respect. 3. 4. Réaffirme que la profession enseignante s'exerce dans un souci de justice sociale et que les actes d'intolérance et de discrimination sont inacceptables. Et le 5e, en fait, ce sont les balises qu'on s'est données, nous, pour à la fois prendre une posture et à la fois être ouvert. Donc, voilà. Merci Judith, on aura l'occasion d'élaborer sur ces 5 principes-là, j'en suis sûr. Donc, je vais vous poser donc, la question suivante. Quels sont, selon vous et évidemment vos membres, les sujets ou les situations qui peuvent comporter des enjeux liés à la liberté académique? Donc, toujours 2 minutes chacune. Judith, je vous laisse la parole. Oui, qui peuvent être sensibles. On va en parler aussi. Le contexte est particulier. Je vous donne un exemple bien concret. J'ai un membre chez nous qui enseigne depuis 30 ans, qui n'a jamais eu de plainte et dans la dernière année a eu 2 plaintes. Une première pour avoir utilisé dans un contexte pédagogique, donc le mot haine. Évidemment, pas pour insulter une personne, mais vraiment pour expliquer certains éléments. Il y a eu une plainte liée à ça. Et deuxièmement, une deuxième plainte, puisque en contexte de pandémie, on a enseigné à distance et donc des porte-paroles qui d'habitude ne sont pas là. J'entends d'habitude, on a une intimité dans la classe, donc c'est le prof et les étudiants et on travaille ensemble. Quand on enseigne à distance, il peut y avoir des haut-parleurs et il y a un nouvel acteur qui est arrivé qui s'appelle le parent. Et le parent a entendu certains propos et ils ont fait une plainte donc pour prosélytisme laïque. Je dis donc que ce professeur-là enseigne en sociologie. Donc, oui, il y a un contexte qui est particulier. Merci. Donc, la prochaine personne à prendre la parole est Julie. Bonjour. Donc, oui, c'est ça, il y a plein d'exemples, puis c'est ça, je vais faire mes 2 interventions d'un coup, donc vous m'excuserez si c'est un peu décousu, mais oui, il y a la classe, puis je pense que ce que Judith rapportait, c'est une nouvelle réalité, mais même à l'intérieur de la classe, hein, nous, à chaque session, on se remet en danger, il y a des nouveaux étudiants qui arrivent à installer ce lien de confiance-là, ça peut prendre du temps. Il y a aussi la question de la liberté d'expression extramuros, donc c'est vraiment important si on veut avoir un cégep qui a un impact social, qui est capable d'intervenir dans sa société puis de nourrir les gens avec des réflexions, de s'assurer que cette liberté-là, elle est bien encadrée. Quand je parle d'encadrement, là, je pense que les enseignants reconnaissent là, la liberté d'expression, ce n'est pas un droit à ne pas avoir de plainte. C'est sûr qu'il y a des étudiants, des fois, qui vont se poser des questions. Ils ont le droit de déposer une plainte. Ils ont le droit de se dire, bien, voyons donc, peut-être que ce n'est pas normal, j'ai envie d'en discuter. C'est correct, c'est correct. Ce qu'on veut être capable de dire, c'est que les directions puis la société soient capables d'encadrer le prof pour que lui se sente, sache d'avance, est-ce que je suis correct ou pas? Comment ce processus de plainte-là va se dérouler? À l'aune de quoi je vais être jugée? Qu'est-ce qui va être jugé correct? Et pour l'instant, avec ce qui s'est passé à Ottawa, où on est un peu dans un flou juridique et c'est difficile pour un prof. Déjà, je tenais à le mentionner, là, c'est difficile pour un professeur de sociologie. Moi, je suis en mathématiques. Hein. Moi, j'en ai pas de problème dans la vie. Je reçois mon cours, puis ben, j'ai des choix pédagogiques à faire, mais ils ne généreront pas de malaise social. Hein? Peut-être d'autres formes de malaise, mais ça, en tout cas, je n'ai pas de plainte pour ça encore. Mais donc, un prof de sociologie reçoit son cours et là, il doit se poser la question à lui-même, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de générer certaines discussions? Parce que ces discussions-là, elles sont importantes au niveau pédagogique, mais c'est sûr qu'elles vont générer des répercussions, peut-être des plaintes, mais peut-être même pas juste ça, peut-être juste une dynamique de classe qui va être plus difficile à gérer. Les profs qui font ce choix-là doivent savoir dans quoi ils s'embarquent, ils et elles s'embarquent. Puis je pense que ça va être très, très important de se doter d'outils qui permettent aux enseignants de savoir c'est quoi le carré de sable où ils peuvent jouer.
et de pouvoir l'expliquer aux étudiants aussi, puis que les étudiants connaissent le contexte dans lequel ils vont suivre un cours. C'est un lieu de dialogue qui va mettre sur la place des sujets qui sont plus sensibles, qui sont plus difficiles à aborder. C'est la place pour les avoir. Si les étudiants ne le savent pas, c'est sûr qu'eux aussi peuvent se sentir brusqués, mal à l'aise. Fait que je pense qu'il y a encore de la place pour mettre des structures plus performantes. Fait que là, désolée de ma réponse qui est un peu Non, non, c'est parfait. Là, maintenant, ce serait à Isabelle. Oui, en fait, donc, j'appuie tout ce que mes deux collègues ont avancé comme élément important là, de situations, en fait, qui ont été observées dans les derniers mois, dans la dernière année. Je voudrais juste ajouter un élément qui me semble important, en fait, et ça a été nommé par Mme Lassonde, entre autres, M. Baillargeon, c'est que dans l'enseignement supérieur, on n'est pas dans une relation à sens unique avec nos étudiants. Hein. Il y a une relation d'échange, donc c'est un rapport dynamique avec les étudiants, puis ça fait partie de l'apprentissage. On est différent de l'école pour ça, et donc cet apprentissage-là, c'est pas juste une méthode pédagogique, hein, cet échange dynamique entre l'enseignant et les étudiants, c'est vraiment une manière d'apprendre qui est fondamentale au cégep et à l'université. Puis cette situation de dialogue-là qu'il est important de préserver, elle est aussi le terrain comment je dirais, de l'expression du malaise, ou en tout cas de ce qu'on vit ces temps-ci. C'est une situation qui est fascinante parce que, justement, on a voulu préserver la parole des étudiants, d'un retour vers l'enseignant dans une dynamique d'apprentissage qui existe depuis très, très longtemps. Mais cette dynamique même amène à des situations que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on ne veut pas arrêter cette dynamique-là qui est essentielle. On veut la préserver, mais on a aussi un travail à faire, et puis on y reviendra si on a du temps, là, mais le travail du cégep et de l'université, de former des citoyens, donc d'être capable de continuer cette dynamique d'échange, mais encore une fois, d'une façon qui soit efficace, qui permette à tout le monde de grandir là-dedans et non pas, évidemment, de blesser et de manquer de respect. Merci beaucoup, Isabelle. Je vais vous poser donc la question suivante. Comment se manifestent ces enjeux selon vous ainsi que vos membres? Est-ce qu'il y a des enjeux ou des difficultés dont on n'aurait pas parlé dans les interventions précédentes que vous voudriez aborder aussi d'un point de vue plus pratique? Vous avez 3 minutes chacune et je donne la parole à Julie. Oui. On parle beaucoup en ce moment d'enjeux au niveau du racisme systémique, de la représentativité. C'est là que ça a explosé. Mais il y a plein de sujets qui sont sensibles, qui peuvent générer des discussions difficiles. Et elles ne traitent pas toutes et toutes de cet enjeu-là. Et je veux juste mettre aussi dans le ballon, il y a d'autres enjeux sociétaux qui sont important aussi. Puis là, on ressent moins de malaise comme citoyen, mais nos patrons et patronnes, elles, peuvent ressentir un malaise à ce qu'on aborde certains sujets ou des fonds de recherche ou peu importe. Donc, je pense qu'il faut se poser la question parce que c'est sûr, quand on parle d'un sujet en particulier, là, en ce moment, le racisme est au cœur de tout ça. J'en suis là, 100%. Je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus, mais on doit avoir un cadre qui permet de protéger une liberté de parole aussi sur d'autres enjeux. Je vous parle, par exemple, de gestion d'organismes publics. On a parlé de lanceurs d'alerte beaucoup dans la dernière négociation syndicale parce qu'on est au cœur de nos institutions. Puis quand quelque chose ne fonctionne pas, je vais prendre l'exemple de la santé. Là. Je suis infirmière, puis je vois que mes patients sont en danger. Il n'y a pas assez d'infirmières sur le plancher. Ça me fait 2 chiffres d'affilée que je fais, puis je ne me sens pas à l'aise. Est-ce que j'ai la capacité d'aller sur la place publique? Est-ce qu'un enseignant de cégep qui est dans ce département-là, puis qui voit ça, puis qui est un spécialiste des soins de santé, a le droit de sortir sur la place publique puis d'adresser le fait que ça ne marche pas, puis socialement, il faut qu'on fasse quelque chose? Mais la liberté académique, c'est aussi ça. C'est une manière de protéger la société puis de lui donner une voix par le biais de spécialistes qui sont financés à même nos impôts. C'est nous qui payons ces spécialistes-là pour enseigner. C'est une partie importante de notre contrat, mais aussi pour être alerte puis réagir aux faits sociaux. Fait que je pense que c'est d'autant plus important. C'est ça. Donc, il y a l'extramuros pour moi qui est très important. Nous, on avait cette préoccupation-là avant même
l'année passée. Donc, on a travaillé là-dessus depuis longtemps. Il y a l'expression dans les murs du cégep. La structure collégiale fait que généralement, c'est assez facile. Donc, ça va bien. Puis, ben là, toute la question de la classe avec l'ouverture des réseaux sociaux, l'ouverture aux parents, il y a plein de choses sur lesquelles on peut se faire challenger. Je pense que la question qu'un prof devrait se poser, c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est utile? Puis, est-ce que c'est pertinent dans le cadre de ce que je m'enseignais? Comme prof de maths, je n'ai pas besoin de dire le N-word, on s'entend. C'est pas pertinent, puis je ne vais rien apporter à mon enseignement. Une fois qu'on a fait ce travail-là, je pense qu'il faut qu'on puisse garantir aux enseignants que l'institution va les appuyer après ça, puis il va être capable de peut-être leur donner des trucs pour que ça soit moins confrontant, mais que ça soit fait avec bienveillance dans l'accompagnement. Merci beaucoup. Isabelle? Oui, plusieurs personnes ont nommé l'enjeu des réseaux sociaux. Je voulais appuyer encore là-dessus. C'est quelque chose qui a semé beaucoup d'inquiétude, évidemment, parmi mes membres, parce qu'on a l'impression que le débat se déplace. C'est pas vrai qu'on est ingénieux au point de penser que tous ces débats-là auraient lieu face à face, entre profs et étudiants, de façon directe, etc. Mais clairement, on a un enjeu ici où le débat, l'échange, l'expression des sentiments, s'est déplacé ailleurs, dans un endroit où l'institution d'enseignement n'a pas juridiction, ne peut interagir, ou en tout cas, c'est ça qu'il faut se demander. Est-ce que l'institution peut interagir sur ces réseaux sociaux-là? Est-ce qu'elle doit participer au débat qui a lieu? Donc, c'est des questions qu'on peut se poser. L'autre enjeu que je voudrais nommer, c'est sûr que quelque chose qui nous tient à cœur, c'est que dans les débats, même si c'est des débats de société, on ramène souvent ça à l'enseignement. Puis l'enseignement, c'est quoi? C'est des profs et des étudiants. Et ça revient sur les épaules des profs et des étudiants. Quel est le rôle des étudiants, quel est le rôle des profs. Et je trouve qu'on tourne beaucoup sur cet enjeu-là, alors que j'aimerais l'agrandir à toute la communauté. C'est-à-dire qu'une institution collégiale ou une institution universitaire, c'est l'ensemble de ses membres, les cadres, les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, les étudiants. Donc, tout le monde qui gravite là-dedans doit se saisir de cet enjeu-là. C'est un enjeu super important. Ce n'est pas un enjeu secondaire qui est traité par un des groupes. C'est vraiment un enjeu qui touche tout le monde. Alors, les directions, évidemment, le soutien que les directions peuvent offrir aux enseignants est toujours important dans ce cadre-là. À Maisonneuve, on a eu des bons échanges. La direction s'est prononcée sur cet enjeu. Donc, vraiment, il ne faut pas ramener ça à de petits groupes. C'est un enjeu qui touche tout le monde. Donc, ça va être une chose qui va faciliter, à mon avis, le dénouement ou en tout cas l'évolution de cette question-là. Merci. Je laisse la parole à Judith. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été nommées. Je voudrais juste revenir sur mon intervention précédente, puis effectivement réitérer le droit à la plainte, bien sûr. C'est effectivement le professeur dans sa classe a une responsabilité, bien sûr, et l'étudiant qui se sent heurté, bien sûr, évidemment, l'étudiant qui se sent heurté, son premier travail, c'est d'aller voir le prof avant d'aller voir l'administration, avant de faire Alors, parce que c'est ça, hein, l'enseignement, Julie, tu l'as très bien dit, c'est un dialogue, et Isabelle aussi, c'est un dialogue aussi. Voilà. Je veux revenir sur certains éléments. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée qu'il faut sortir aussi cet élément-là, qu'il y a des échos au niveau social. Effectivement, on n'est pas en vase clos. En même temps, je veux revenir un petit peu sur le rôle aussi des administrations. Et le rôle aussi, je dirais, de cette espèce d'idéologie de pression à la réussite. Donc, je vais essayer de mettre tout ça ensemble. Tout en disant que les étudiants ont effectivement le droit de se plaindre si jamais il y a des dérapages, et ça, tout à fait. Il reste qu'il y a une certaine exacerbation du nombre de plaintes. Je sais que les administrations de collège n'y font pas toujours suite, et heureusement, mais ils font suite parfois pour des drôles de motifs, et on ne sait pas toujours le bien fondé on se dit, ben attends, là, va aussi voir ton prof avant de poursuivre donc ce processus-là. J'ai envie de dire que la notion d'autorité, même si on dit que c'est un dialogue, il y a quand même une notion d'autorité du professeur. En bout de piste, c'est aussi notre responsabilité d'octroyer une note
à la fin du parcours. La notion d'autorité du professeur, elle est mise à mal par une sensibilisation accrue de cette jeune génération et qui, à tort ou à raison, là, mais je vais juste expliquer ce que moi je trouve. On sent à travers les nouvelles politiques qu'il y a une pression aussi à la réussite. Donc, une incitation à dire, ben peut-être faites plus attention à tel sujet, puisque, voilà. Je veux revenir sur, peut-être j'arrive trop tôt dans les moyens. S'il y a cette pression à la réussite, moi, je veux féliciter mon administration parce qu'au tout début de ce qu'on a appelé l'affaire Lieutenant Duval, chez nous, l'administration a pris position véritablement. Et je ne vous lirai pas la lettre que nous avons fait nôtre. Hein, il y a toute une structure, là, commission des études et le CA ensuite. Mais en 2 points, c'était véritablement réitérer la liberté académique. Donc, on est derrière les profs. Mes profs, soyons bienveillants. Donc, je pense que de cumuler ces 2 éléments-là, liberté académique et bienveillance, je pense qu'on est capable de travailler ensemble. Les étudiants ont le droit de se tromper. Les professeurs aussi ont le droit de se tromper. Hein. Parfois, on peut penser que c'est correct d'aller, je pense que c'est pédagogique d'aller travailler cette notion-là. Finalement, oups, et tabourette, OK, non, les exemples que j'utilisais sont peut-être plus... Il y a peut-être effectivement une sensibilité qui a changé. Il faut aussi, je pense, donner le droit aux professeurs de dire, écoutez, je n'avais pas pensé que ça générait ce genre de choses-là. Je recule, je m'excuse. Et puis, donc, c'est ça aussi, cette espèce de dialogue entre les deux. Donc, d'être bienveillants les uns envers les autres. Merci beaucoup, Judith, pour ces mots. Une autre question, comment est-ce que vous qualifieriez, selon vous, mais aussi selon vos membres, parce que vous parlez aussi au nom de vos membres, la période qu'on vit actuellement au regard des événements récents, puis des enjeux actuels qui touchent la liberté académique, puis je vais risquer un mot, êtes-vous inquiète et est-ce que vos membres sont inquiets ou inquiètes? Donc, je vais laisser la parole à Judith d'abord. Si on a travaillé donc à travers des textes, puis à travers une prise de position à la fois au niveau de l'administration, à la fois au niveau syndical, oui, c'était pour répondre à une inquiétude. Alors oui, les membres sont inquiets. Maintenant, il y a des moyens, je pense, de calmer cette inquiétude, je dirais, et je pense que chez nous, ça a été comme ça qu'on y a fait face. Je fais un exemple je n'ai pas réfléchi, peut-être que c'est boiteux, mais quand tu es éco-anxieux, ben, une des façons de calmer l'éco-anxiété, c'est de militer. Donc, c'est d'être en action, en fait. Et donc, je pense que pour faire face à cette espèce d'inquiétude des professeurs, ce que nous, on a fait, c'était de prendre position. Donc, prendre la parole, rencontrer l'autre avec un grand A, l'altérité, essayer de comprendre c'est toujours ça, hein, c'est de bâtir ensemble. C'est notre rôle aussi, notre rôle donc d'avancer, de reculer, de dire, ben les auteurs que je vous soumets sont issus de tel contexte, voici. Je peux travailler sur d'autres auteurs, je vais vous proposer des lectures alternatives. Tout ça fait partie, je trouve, du rôle et de la profession enseignante. Alors, je trouve qu'on est dans cette période-là, une période où est-ce qu'on se remet en question. Tout à l'heure, on parlait de la dignité. Je pense que les professeurs, dans la large majorité, ils sont soucieux du climat de leur classe, ils sont soucieux, ils ne veulent pas créer de schnout, si vous voulez. Ils veulent véritablement faire apprendre. Et donc, on pourra en reparler avec la dame du Conseil supérieur de l'éducation, mais je trouve que de mettre d'emblée l'idée de la dignité, c'était comme si on était passé à côté. C'est-à-dire, alors que pour moi, les professeurs, ce qu'ils veulent, c'est que les autres apprennent et qu'on apprenne ensemble. Donc, voilà, ça, c'était mon petit commentaire. Donc, voilà. Merci, Judith. Donc, Julie, ce sera à vous.
Oui, je vais juste me permettre, là, je vois des interventions dans le chat, là, peut-être juste mentionner, là, je n'ai jamais réclamé l'impunité. Là, il y a des cas qui n'ont pas de sens. Écoutez, je suis présidente de syndicat, ma job, c'est de les défendre, mais il y a des outils, les patrons ont des outils pour traiter ces cas-là, puis je le rementionne, les étudiants ont le droit de faire des plaintes. Ce qu'on demande, ce n'est pas d'empêcher les étudiants d'avoir accès à une plainte, c'est de comprendre et de savoir comment cette plainte-là va être traitée, puis de savoir, pas nécessairement clairement, parce que c'est des sujets qui sont assez flous, mais d'avoir au moins un cadre pour comprendre qu'est-ce que j'ai le droit de faire et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire. Parce que sinon, on me lance dans l'arène. En fait, moi, comme je vous dis, je suis prof de maths, fait que c'est bien facile pour moi de savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou pas. Mais j'ai un collègue qui est en anthropologie, il a enseigné un cours sur le racisme. C'est autrement challengeant. Je veux dire, on n'a pas le choix de prendre des positions, de prendre des risques, sinon le cours va être plate. Et là, on doit se demander, c'est quoi le cégep qu'on veut? Est-ce qu'on veut un cégep comme l'école secondaire où il y a un programme qui est décidé d'avance, puis tout le monde va être uniforme, tout le monde va apprendre la même chose, puis il n'y en aura pas de débat, ou on veut un cégep où, ben oui, il y a un dialogue, puis oui, les étudiants ont le droit de faire des plaintes, puis oui, les profs, ben, des fois, ils ont le droit de se tromper, puis avec tout ça, on va avancer. Donc, est-ce que mes membres sont inquiets? Bien oui, certainement. C'est une époque de changement, c'est du travail s'adapter, puis je ne dis pas qu'on ne devrait pas le faire, là, mais il faut être conscient. Là. Je veux dire, adapter mon cours puis décider d'avoir 8 œuvres de plus pour être capable de compenser il faut vraiment mettre ce temps-là, puis il faut être conscient de ce qu'on leur demande. Cela dit, inquiet, mais je suis optimiste. Là. On a tous les outils qu'il faut pour arriver à un consensus social. Je pense qu'il faut se mettre avec les étudiants, il faut se mettre avec les autres employés du cégep, il faut se mettre avec nos directions, puis il faut trouver le cadre qui va nous permettre d'être à l'aise toute la gang, puis être capable de continuer nos études, puis d'apprendre. Mais comme je vous dis, le cadre, moi, je pense qu'il va aider tout le monde. Je pense qu'il va aider les étudiants à savoir dans quoi ils s'embarquent, c'est quoi qui est correct, c'est quoi qui ne l'est pas. Puis, quand ce n'est pas correct, des fois, le cadre n'est pas respecté, où ils peuvent aller. Puis ça va aider les enseignants à pouvoir avancer de manière sécuritaire. Merci beaucoup, Julie. On va aborder la question des solutions dans la dernière partie de la table ronde, mais merci d'avoir mis la table. Isabelle, à vous la parole. Oui, en fait, donc, je voulais juste terminer sur l'inquiétude que les membres que je côtoie aussi ont montré, ont expliqué, et vient surtout du fait, à mon avis, de la gestion que des institutions universitaires ont fait des cas qui nous ont occupés. C'est-à-dire que la lecture que nous en faisons, c'est que certaines directions ont lâché leurs professeurs. Ça, je veux dire, c'est... Donc, on est dans une espèce d'une période où on s'ajuste à cette situation-là. Les directions probablement tentent de voir comment elles vont gérer ces cas. Mais pour l'instant, étant donné qu'on connaît mal peut-être les processus et tout ça, même s'ils existent, là, comment les directions vont réagir, c'est pas très clair pour tout le monde. Et c'est important que les directions comme la nôtre prennent position pour qu'on soit rassurés. L'autre chose qui nous inquiète aussi, qui m'inquiète, et certains collègues aussi, c'est l'occasion que nous avons de saisir ces enjeux-là, de s'en occuper et d'y aller à fond. C'est un enjeu qui va peut-être changer, qui touche les fondements de l'enseignement supérieur et qui va peut-être le changer à long terme. Il ne faut pas passer à côté. Puis, un des l'inquiétude que j'ai, c'est que le débat ne reste polarisé, ne soit que polarisé, qu'il y ait peu de nuances et qu'on n'arrive pas justement à réfléchir au fondement de cette éducation supérieure-là qui, c'est ça, ils comprennent des mauvais plis. C'est ça qui nous inquiète à long terme. Donc, c'est important que le débat se fasse, qu'on ne l'évite pas et qu'on le prenne avec beaucoup, beaucoup de sérieux. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette parole-là. Puis, en fait, la dernière question, avant de laisser la parole à l'assistance. À votre avis, justement, on en a parlé, mais face à ces inquiétudes, à ces enjeux, quelles sont les pratiques porteuses, les solutions que vous verriez ou que vos membres voudraient mettre de l'avant? Donc, je vais laisser la parole à Isabelle en priorité. Je veux rassurer tout le monde qui nous écoute et qui, je suis certaine, vous n'en doutez pas, là, les enseignants ont à cœur de comprendre leurs étudiants.
nous sommes enseignants depuis 1 an ou 2, depuis 10 ans, 15 ans et parfois 30 ans. Et ces étudiants qui ont toujours le même âge sous nos yeux, ils ont toujours entre 17 et 20 ans, changent toujours. Et c'est ce qui fait, en fait, la beauté de notre métier. Je ne vais pas aller dans les rythmes, là, mais c'est ce qu'on apprécie beaucoup, c'est-à-dire que les époques changent et on est aux premières loges de ces changements-là comme enseignants. Donc, c'est formidable. Alors là, c'est mon côté extrêmement enthousiaste qui parle. Donc, on veut comprendre ces étudiants-là, on veut comprendre leurs enjeux. Donc, une des solutions, c'est qu'on parle avec eux, qu'il y ait un dialogue établi, qu'il y ait une possibilité de rencontrer ces étudiants-là pour comprendre comment ils pensent, comment ils fonctionnent, etc. Je voulais nommer l'idée évidemment, ces débats que j'ai nommés tantôt qui avaient lieu à l'extérieur de l'institution, dans les réseaux sociaux, je le vois comme quelque chose qui est à l'extérieur, alors je voudrais les ramener, c'est certain. Les enseignants souhaitent participer à ces débats, la direction, je suis certaine, donc on veut ramener c'est l'expression que les étudiants désirent avoir dans les réseaux sociaux. On veut l'entendre pour vrai, dans un cadre qui est proche de nous. Puis, je veux souligner, pour finir, là, que c'est notre travail, je l'ai dit plus tard, on veut former des citoyens, des citoyennes. Puis, on a cet enjeu-là maintenant. On a cet enjeu-là de la volonté d'exprimer. Les étudiants ont toujours voulu s'exprimer. Maintenant, ils ont les réseaux sociaux. Il y a des enjeux qui sont nouveaux. Alors, on ne peut pas continuer à faire l'enseignement comme on le faisait il y a 20 ans, il y a 10 ans. On va moduler notre enseignement, mais on a toujours le même objectif, c'est de former des citoyens, des citoyennes qui, hors le cégep, hors l'université, vont continuer de pouvoir débattre, d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs ressentis. Voilà. Merci. Judith? Oui, alors une des solutions, en fait, dans ce qui a été nommé l'affaire Duval, lieutenant Duval, il y a tout un élément qu'on n'a pas travaillé, c'est le statut de cet enseignant-là, donc de ce prof-là qui n'était pas prof, en fait, qui aurait dû être prof, mais qui était chargé de cours. Et donc, ses droits ne furent pas les mêmes, donc ceux des professeurs. Ça, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Deuxièmement, valoriser le pluralisme dans le respect. Alors, pour moi, ça, c'est un des éléments. Faire attention à la polarisation. Un des éléments qui a été intéressant dans les textes qu'on a écrits, les professeurs de Lionel Groulx, c'était de dire, mon Dieu, il y a eu une espèce de polarisation incroyable, puis en lisant les inquiétudes des uns et des autres et comment on réagit à tout ça, c'est comme si on adoucissait, en fait. La polémique, en fait, on a mis des mots là-dessus et c'est comme ça a calmé. Et un des éléments, ça a été, ça fait du bien de se lire. On sort, on se retrouve et puis ça fait du bien parce que c'est plus doux que ce qu'on nous dit que c'est. Je parlais pour les profs. Engager l'employeur, c'est absolument important de savoir, évidemment pas à n'importe quel prix, on l'a dit, mais pour moi, c'est important. Engager le dialogue avec les étudiants, bien sûr, pluralisme, respect, mais on est des employés et je pense que ça prend un engagement véritable de nos employeurs. Merci, Judith. Donc, Julie, à vous le mot de la fin. J'avais déjà commencé, mais j'ai fait beaucoup de médiation. J'allais dire en joke, c'est facile, la solution, c'est d'enseigner juste des maths. On va tout être correct. Mais pour vrai, si on veut garder notre diversité, on veut garder nos contenus qui parlent de société, là, je pense que la solution est vraiment, vraiment dans le dialogue. Ça a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui dans le panel, mais aussi dans les autres présentations. On doit être capable d'établir, et là, il y a une première étape qui n'est pas encore faite. Il faut qu'on reconnaisse de part et d'autre, et c'est d'autant chez les enseignants que chez les étudiants, il y a comme une espèce d'ennemisation. C'est-à-dire qu'on se voit les uns les autres comme des ennemis, comme des gens qui veulent du mal à l'autre. Il me semble, quand je suis rentrée au cégep il y a 16 ans, c'était pas ça. Puis dans mes groupes de maths, ce n'est pas ça. Il faut à un moment donné qu'on soit capable de rétablir le fait qu'on a des intentions qui sont, dans la très grande majorité des cas, tout à fait bonnes. Et il y a certains étudiants, certains enseignants
qui exagèrent, puis il y a des processus pour ça. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, je pense. Et là, on peut s'asseoir, puis après ça, être capable de donner la chance à l'erreur à l'autre, puis d'avoir un cadre où il est expliqué aux étudiants quand ils rentrent pour la première fois dans un cours de cégep, c'est quoi le cadre auquel ils doivent s'attendre, c'est quoi les sujets qui peuvent être abordés, où est-ce qu'ils peuvent sentir, ils peuvent s'attendre à sentir des malaises des fois, puis pourquoi, dans quel objectif c'est fait. C'est pas juste pour créer du malaise. Là. Puis une fois que ça, c'est mis sur la table puis que c'est bien expliqué, moi, je pense qu'on va être capable de trouver... Puis à travers ça, moi, je pense que les professeurs vont s'enrichir parce que c'est vrai des fois qu'on a tendance à aborder des sujets parce que quand je suis rentrée il y a 16 ans, nous, à Sherbrooke, c'était juste des étudiants blancs. Là. Mes profs de sociaux, ils n'étaient pas challengés. Là. Je veux dire, on se parlait entre nous. Pas besoin de faire attention. Puis là, ben, c'est plus ça, la réalité. Je veux dire, tant mieux. Tant mieux. Il y a plein de gens qui n'avaient pas accès aux études supérieures ou qui n'étaient pas aux études supérieures en région. Là, mes collègues d'ANSIC vont me dire que mes listes étudiants, moi, c'était tous des Jean, puis des Pierre, puis des Isabelle. Là, mais là, c'est plus ça. Mais tu sais, je veux dire, il faut qu'on s'ajuste à ça, puis qu'on réponde à leurs besoins, puis je les comprends de se sentir agressés si c'est un dialogue, puis les mots qu'on utilise sont toujours blessants, il faut qu'on s'arrête, mais il faut qu'on se donne le temps d'apprendre ça. Je suis vraiment désolée, mais là, comme je vous dis, moi, je suis prof de maths, quand je parle de vecteurs, ça ne dérange personne. Notre dialogue est bien correct, mais c'est ça. En sociologie, ce n'est pas ça la réalité de la discipline en ce moment. Fait qu'il faut qu'on la fasse évoluer. Fait que moi, j'arrêterai ça là. Désolée d'avoir mélangé. Écoutez, merci beaucoup, Julie. Puis merci beaucoup à toutes les trois pour nous avoir partagé vos préoccupations, vos enjeux, ceux de vos membres, puis aussi vos pistes de solutions.